Question à deux balles. Quel pays a la plus grande population musulmane au monde, d'après vous? Est-ce que c'est l'Arabie Saoudite? Est-ce que c'est la Turquie, l'Égypte? Est-ce que c'est le Kazakhstan, l'Afghanistan, ou un pays qui finit en stan? Bah, Atlas. Je viens de cliquer sur ta vidéo, dont le titre est Pourquoi l'Indonésie est devenue musulmane? Donc, à ta question, en fait, je vais répondre Indonésie, puisqu'on parle de l'Indonésie et tu me poses une question. Bah oui, c'est l'Indonésie. Bon, et si j'avais gardé la vidéo secrète, et si je vous avais pas mis le titre en annonce vidéo, quel pays auriez-vous dit? Bah, si ta vidéo était secrète ou mystérieuse, bah j'aurais sûrement pas cliqué sur ta vidéo Atlas. Au lieu de ça, je suis là pour que tu répondes à la question, justement. C'est pour ça que j'ai cliqué à la base. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'Arabie Saoudite, le Pakistan, l'Égypte ou le Nigeria sont les populations avec le plus grand nombre d'habitants musulmans à travers le monde. Par exemple, l'Arabie Saoudite fait en moyenne à peu près donc 30 millions de musulmans. On a aussi donc le Nigeria qui fait à peu près 103 millions de musulmans dans le pays. Également l'Égypte qui fait 90 millions de musulmans, qui trouve 90 millions de musulmans dans sa population. Et pour finir, le Pakistan qui en trouve 200 millions. Mais parmi ces quatre-là, eh bien, la bonne réponse c'est l'Indonésie, bien évidemment. Également, parmi les autres faits étonnants, l'islam est la religion qui compte le plus grand nombre d'adeptes en Indonésie, soit en pourcentage 87,2% de la population indonésienne, ce qui est énorme, hein, le reste est chrétien. Alors oui, l'Indonésie donc, est la plus grande population musulmane au monde, hein, avec donc environ 220 millions de musulmans. Et pourtant, donc si vous regardez une carte du monde, eh bien, et si vous avez été en cours d'histoire, vous savez que l'islam a commencé dans la péninsule arabique au 7e siècle. À mesure du temps, donc s'est étendu pour inclure davantage de personnes, notamment en Afrique du Nord, en Afrique continentale, ainsi qu'en Asie, au Moyen-Orient. La question vient tout juste de surgir, donc comment l'islam est passé donc de cette zone-là, qui était donc une zone entourant finalement l'Arabie Saoudite, hein, une zone donc par les terres, où finalement les conquêtes se sont faites donc par les guerres, les razzias et par le désert. Mais comment se fait-il que l'islam se soit répandu dans ces îles lointaines et que l'Indonésie soit devenue musulmane? C'est étonnant. Eh bien, je me suis posé la question l'autre jour en faisant une vidéo sur l'Indonésie. Et c'est justement à la question à laquelle on va répondre. Donc, comme toujours, on va revoir le contexte, si vous voulez bien. Donc, les conquêtes islamiques après la mort de Mohammed ont conduit donc à la création de califats. Ces empires se sont développés rapidement et ont occupé de vastes zones géographiques à travers le globe. Occupant de plus en plus de terres, la conversion à l'islam a été favorisée par les activités missionnaires. Surtout, grâce aux imams, ils ont fait en sorte que les enseignements religieux donc de la population locale soient développés afin que toute forme de population, et peu importe les langues, peu importe l'espace géographique, que ces populations comprennent le Coran et qu'ils se convertissent. Également, il y a eu donc ces imams vont pouvoir fonctionner et vont pouvoir prêcher leurs paroles en raison donc de l'expansion militaire rapide. Donc la nouvelle religion va également se développer et de nouvelles terres vont être conquises, tout simplement. Ensuite, donc, il va y avoir des premières dynasties qui vont se concentrer notamment sur la diffusion de la nouvelle religion. Mais ils se sont également concentrés sur l'économie de la recherche et du commerce. Il n'y avait pas que l'islam, hein. Il y avait comment s'enrichir, tout simplement. Au cours de l'âge d'or islamique, de plus en plus de personnes se sont habituées à cette religion, y compris donc les rois de la terre, hein, y compris tout un tas de rois au Moyen-Orient. Les nobles, mais aussi les marchands et les commerçants ont conduit donc une propagation rapide vers les océans Indien et Atlantique. Donc vous voyez bien, hein, vous le comprenez, les commerçants, donc eux ils vont pas, ce sont pas des imams, ce sont pas des rois, mais ils vont quand même prêcher et ils vont quand même parler de leur Coran et ils vont donc en parler à travers l'Inde et les territoires en Asie.
L'influence de l'islam est apparue pour la première fois dans le sous-continent indien au début du 7e siècle après Jésus-Christ, avec donc l'émergence des marchands arabes. Ces commerçants avaient pour habitude donc de visiter ces territoires, et notamment d'aller dans la région de Malabar, qui se situe dans le sud de l'Inde. Ce qui constituait un lien entre eux et les ports d'Asie du Sud-Est pour le commerce, même avant l'établissement de l'islam dans la péninsule arabique. Il y avait quand même des lois quand l'islam n'existait pas, bien évidemment. Les marchands et les commerçants arabes devinrent les porteurs de la nouvelle religion et la répandirent partout où ils allèrent, donc en Asie, dans la zone de la Cochinchine, donc l'Asie du Sud, et bien évidemment, donc on se rapproche de plus en plus de l'Indonésie. Cependant, l'expansion ultérieure de la conquête islamique dans le sous-continent indien va se développer et au cours des milliers d'années qui ont suivi l'enracinement de l'islam dans la région, les missionnaires musulmans vont jouer un rôle majeur dans la propagande de l'islam en Asie. Donc c'est grâce à eux finalement qu'il va y avoir une vraie propagation de la religion musulmane. Certains missionnaires assument même le rôle de marchands. En fait, ils font les deux. Ils étaient envoyés dans toute l'Asie, dans toutes les directions sous divers titres, et souvent comme simples commerçants. Ils venaient donc là juste pour dire, bah voilà, je peux vous proposer de vendre des produits arabes, ou des chameaux si vous voulez, ou des produits locaux, et ah tiens, je vais vous donner un Coran, est-ce que vous connaissez l'islam? C'est comme ça qu'ils venaient pour propager donc le Coran et la religion. Les missionnaires ont reçu pour instruction de parler aux convertis potentiels dans leur langue maternelle. Bah oui, c'est beaucoup plus utile et beaucoup plus efficace pour la communication. Et donc même avant l'établissement de l'islam, donc parmi les communautés indonésiennes, il y avait donc des marins et commerçants musulmans qui étaient souvent les côtes de l'Indonésie moderne. Ils se connaissaient en fait, c'était des potes, vous voyez. C'était des gens qui se voyaient donc depuis des générations et des générations. Et là, à la différence, ce qui avait changé, donc c'était la religion, tout simplement. La plupart donc de ces premiers marins et commerçants venaient du califat abbasside, qui venait tout juste d'être établi. Les ports de Bassora et la région de la Baltique étaient très riches en épices, fruits exotiques et autres marchandises. Il existe des preuves que les commerçants arabo-musulmans sont entrés en Indonésie dès le 8e siècle de notre ère. Mais à ce moment-là, l'islam n'est pas intégré en Indonésie, bien évidemment, il y a des religions bouddhistes et hindouistes. Il faudra donc attendre un petit peu plus tard, 3-4 siècles plus tard, à savoir le 12e et le 13e siècle, où là, à ce moment-là, donc l'islam va commencer à se propager. Alors bien évidemment, donc aujourd'hui toute l'Indonésie est musulmane, comme on vous l'a dit, il y a quand même aussi dedans, au sein du territoire, donc des chrétiens et d'autres croyances, bien évidemment, mais l'islam donc va arriver à partir de l'ouest de l'Indonésie, bien évidemment, puisque par rapport à l'Indonésie, les musulmans sont à l'est. Donc par la suite, elle s'est ensuite étendue, donc grâce à l'adoption de l'islam par les dirigeants et les élites locales, qui vont accepter. Parmi les commerçants, il y avait donc des missionnaires qui venaient de nombreuses régions et zones. Certains de ces missionnaires venaient d'Inde, d'autres venaient d'Arabie du Sud. Enfin, ils venaient de toutes les régions musulmanes. Et donc on pense que vers le XIIIe siècle, aujourd'hui, la religion a commencé à émerger sur la côte nord de Sumatra, comme je vous disais, donc c'est à l'ouest de l'Indonésie. Après cela, donc après cet événement, l'islam va se répandre à travers donc les autres soufis et finalement donc va se consolider en s'étendant sur tous les territoires aux alentours. Même les territoires donc faisant partie donc de l'Asie du Sud vont être soumis à l'islam. Alors aujourd'hui, on ne connaît pas la date précise du début de la conversion, ni la date précise de l'arrivée de l'islam dans la région. Donc si vous me demandez, est-ce que c'est arrivé le 7 septembre 778 ou le 1er janvier 779, je pourrais pas vous le dire. Même les historiens ne le savent pas. Mais on pourrait penser que au début, donc vers le 11e et 12e siècle, par là, donc
l'islam va se propager sur le territoire. Alors comment on sait que c'est en 1080? Eh bien en fait, ce sont les premières pierres tombales islamiques que l'on retrouve, qui remontent à 1080, époque à laquelle Marco Polo lui-même visita la région qu'il indiquera dans son livre. Donc il a été noté donc, le port urbain de Birlak, qui était musulmane. La première preuve d'une lignée musulmane dans la tombe, elle, est datée donc de 1297 du sultan Malik as-Sali, premier dirigeant musulman du sultanat seldjoukide. C'est encore eux. Également, des sources chinoises font état de la présence d'une délégation musulmane du royaume de Samudra auprès de l'empereur, et à ce moment-là, on est en 1282. Donc la propagation de l'islam a généralement suivi les routes commerciales orientales, donc à travers la région bouddhiste principalement, et après un demi-siècle donc à Malacca. Donc là, on se déplace petit à petit d'île en île. Nous voyons la première dynastie surgir sous la forme du sultanat de Malacca à l'extrémité de l'archipel en 1400. Il a été formé en convertissant un shah à l'islam et en adoptant le nom de Muhammad Isankar Shah, donc qui était le nom de ce dirigeant. Et donc la propagation de l'islam parmi les classes dirigeantes va se produire lorsque les marchands musulmans vont épouser des femmes locales, donc par l'union et par le sang. Certains marchands riches se marient dans les familles de l'élite dirigeante et forment des liens étroits avec ses dirigeants. Le peuple indonésien a commencé à l'adopter, donc la religion, comme étant représentatif de la religion d'État. Leurs sujets ont alors reflété donc leur transformation, les sujets ont suivi les rois. L'expansion s'est accélérée au XVe siècle avec la puissance militaire du sultanat de Malacca dans la péninsule malaise. Donc on le voit, l'islam se répand petit à petit. Et de ce fait, donc, la religion devient de plus en plus représentatif du pays et du territoire. Donc tout ceci fait que ces territoires vont être sous contrôle avec l'aide des réseaux de coups d'État islamiques. Donc ceux qui seront les représentants, les chefs, devront être musulmans pour diriger le territoire. Il va y avoir des guerres et des contrôles, notamment sur le commerce maritime et les marchés financiers, afin que tout le territoire se convertisse à cette religion. Au XIVe siècle, l'islam s'est établi dans le nord de la Malaisie, Brunei, au sud-ouest des Philippines, donc aux Philippines aussi, l'islam est bien présent, et sur quelques territoires, notamment les territoires centrales de Java. Donc ça fait tout un tas de territoires. Le XVe siècle a vu le déclin de l'empire hindou javanais Majapahit, alors que les commerçants musulmans d'Arabie et d'Inde étaient en perpétuelle expansion, mais aussi Samara et la péninsule malaise, ainsi que la Chine ont commencé à contrôler le commerce régional, qui était autrefois contrôlé par le Majapahit javanais. Donc les rôles changent au sein du commerce. Donc la dynastie Ming de Chine fournit un soutien régulier à Malacca. Les expéditions chinoises Ming de Zhang sont créditées de l'établissement d'une colonie musulmane chinoise à Palembang et sur la côte nord de Java. Malacca a activement encouragé la conversion de l'islam dans la région pendant l'activité de la flotte Ming, et donc il y a des communautés chinoises et musulmanes ainsi que malaises qui s'établissent sur la côte nord-est de Java. Il crée ensuite une opposition permanente aux hindous de Java, donc ce petit territoire qui permet donc le passage et le commerce. La mission a été fondée par un musulman chinois. De leur côté, les royaumes musulmans dominants étaient de plus en plus présents dans l'archipel. La population hindoue historique était animiste. Les hindous et les bouddhistes, et avec le temps beaucoup d'entre eux ont accepté la nouvelle religion, parce que les commerçants et marchands étaient musulmans. Et c'était un signe de richesse, un signe de prospérité. Les enseignements islamiques se sont propagés grâce aux échanges commerciaux avec les populations locales, et leurs enseignements ont encouragé le prosélytisme de la religion. Donc tout était, on pouvait le voir, tout était lié, tout simplement.
Et ensuite, donc les hindous et bouddhistes, eux, ne faisaient pas de prosélytisme. L'islam, lui, était un système de croyance monothéiste et n'autorisait pas ses adeptes à croire en un autre Dieu, tandis que les autres acceptaient cela. Donc être musulman, en fait, on le voit, hein, a créé plus d'avantages et de conditions favorables pour la population locale. N'étant pas musulmans, certaines personnes ont eu besoin de sécurité et de certitude. Ils ont donc choisi de se déclarer musulmans pour éviter des ennuis. Parce que l'islam est apparu en Asie du Sud-Est grâce au commerce avec les peuples du sud de l'Arabie et au soufisme notamment, hein, la transition a été plus pacifique qu'au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord, où là-bas donc il y a eu des conflits et la colonisation musulmane s'est faite par la violence. Par la suite, donc, en Indonésie, le processus était plus lent, mais a été créé différemment par l'élite marchande et la noblesse, notamment dans la partie ouest du territoire. L'existence de la monarchie a facilité la propagation de la religion parmi le peuple. La présence du christianisme dans la monarchie a également facilité la propagation de la religion donc dans les royaumes européens. C'était la même chose en Indonésie. En ce qui concerne l'Indonésie, donc l'empire Maja à ce moment-là s'effondrait. Certains de ces nouveaux royaumes ont été soutenus par la Chine Ming, mais pas seulement, puisque notamment ça a été un soutien qui était lié au commerce, aux transferts royaux et bien sûr à la conquête. L'hindouisme et le bouddhisme, eux, étaient des religions dominantes auparavant, notamment à Java et Sumatra à la fin du XVIe siècle. Mais de nombreuses coutumes culturelles et religieuses de l'ère hindoue et bouddhiste étaient pour la plupart obsolètes, et aussi donc c'était notamment la tolérance et même son intégration dans des rituels islamiques. L'islam n'a pas détruit la culture préexistante, mais elle s'est donc adaptée, elle s'est intégrée, et elle a intégré les coutumes locales et les éléments non islamiques dans ses règles. Ajoutez à cela la forte présence du soufisme, qui est un facteur majeur de réconciliation de l'islam avec les autres religions. Lorsque les Européens sont arrivés, ils ont apporté le christianisme sur les territoires, mais cela n'a pas beaucoup changé, probablement en raison du fait que, à cette époque déjà, l'islam était bel et bien intégré, et l'accent mis sur les religions n'était plus aussi important qu'au XIIe siècle ou XIIIe siècle, mais ceci est un autre débat. Bien évidemment, vous le comprenez bien, hein, les Hollandais, en fait, ils venaient faire du commerce, et ils ne venaient pas pour christianiser les territoires, ce n'étaient pas des conquêtes chrétiennes, mais c'était des commerces internationaux. L'Indonésie, donc aujourd'hui, c'est un pays très grand, hein, qui compte plus de 250 millions de personnes de cultures et d'ethnies différentes, hein. On le voit à travers de nombreux reportages, notamment aussi les reportages d'Atlas d'Histoire, et donc à travers des milliers d'îles. D'un point de vue religieux, l'Indonésie n'est pas régie par une loi unique, car plus de 80% de la population est musulmane, mais le pays est considéré comme l'un des pays les plus islamiques du monde à l'heure où je vous parle. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo, qu'elle vous aura intéressé, dites-le moi en commentaire. Alors je vais me permettre de résumer, hein, donc vous comprenez, hein, l'islam a réussi à se développer notamment sur ces territoires, notamment grâce au commerce, hein, non pas que par des imams, mais aussi des marchands qui venaient partager des Corans à d'autres types de populations. L'islam a été donc étudié et a été compris et accepté par les rois du territoire, puis qui par la suite donc leurs peuples se sont convertis à ces religions, et c'est pour cela que l'Indonésie est devenue musulmane. Bon, j'espère que ça vous aura plu cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Aidez-moi, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter la vidéo, ça c'est important. Certains aussi me disent qu'ils enregistrent les vidéos que je propose, donc n'hésitez pas à faire tout ça, ça m'aiderait grandement. Je sais que je vous le demande régulièrement, mais ça m'aide grandement et ça me permet du référencement pour une chaîne de qualité comme la mienne. N'hésitez pas aussi, donc, pour ceux qui veulent, bien évidemment, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez laisser un don. Bien évidemment, ce n'est pas obligatoire, mais cela m'aide grandement. De mon côté, je vais continuer les vidéos, hein. Je vous prépare toujours des vidéos surprises, des vidéos de qualité. Je vous prépare aussi des vidéos de films.
et ceci sera pour de prochaines vidéos. Allez, à bientôt mes amis, et je vous souhaite donc une très bonne journée, et salut!